Abonez vous, Elochain. RVE's Dorer. Et laisse unlike Aides la chain, said Evalopper. Au exorcisme français. Le vent soufflait sans relâche dans les rues étroites de la petite ville française de Saint-Rémy-de-Provence, emportant avec lui l'odeur de la terre humide et des champs de lavande. C'était le genre d'endroit qui semblait figé dans le temps, où les murs de pierre gardaient des histoires anciennes et des secrets enfouis. Cette nuit-là, le ciel était lourd, comme si une tempête se préparait à s'abattre sur la ville, reflétant la tension silencieuse qui entourait depuis longtemps la maison de la famille Moreau. Mireille, maintenant âgée de 23 ans, était assise dans un café modeste, éloigné du centre touristique de la ville. Sa tasse de thé refroidissait lentement entre ses mains pendant qu'elle regardait par la fenêtre, perdue dans des souvenirs qu'elle préférait ne pas revisiter. Saint-Rémy, avec ses ruelles pittoresques et ses champs luxuriants, avait toujours été son refuge quand elle était enfant. Maintenant, c'était un sombre rappel de tout ce qu'elle avait perdu. La conversation avec le journaliste avait été épuisante. Il écrivait un article sur les événements qui avaient transformé son enfance en cauchemar, ce que les journaux locaux avaient appelé l'affaire Moreau. Mireille avait toujours su qu'à un moment donné, quelqu'un viendrait fouiller le passé, mais elle n'était pas préparée à la vague de questions qu'il lui avait posées. Elle savait qu'elle ne pouvait pas échapper éternellement, mais cela ne rendait pas les souvenirs moins douloureux. Le problème avait commencé quand elle avait seulement 8 ans. Sa sœur aînée, Manon, était une jeune fille brillante, créative et pleine de vie. Elle partageait des rires, des secrets et des rêves, jusqu'au jour où quelque chose a changé. Au début, Mireille ne comprenait pas, mais Manon commençait à se comporter de manière étrange. Des chuchotements solitaires dans sa chambre, des conversations avec des personnes invisibles. C'était comme si une ombre avait enveloppé l'esprit de sa sœur, déformant tout ce qu'elle était. Au début, leurs parents, Charles et Sophie Moreau, attribuaient ce comportement à l'adolescence, pensant que c'était juste une phase. Cependant, au fil des semaines, le comportement de Manon devenait de plus en plus bizarre. Elle se réveillait en pleine nuit en hurlant. Elle parlait de présences qui la suivaient, de voix qui lui disaient des choses horribles. Manon, qui était autrefois si calme et centrée, était maintenant une tempête d'émotions. Ce qui effrayait le plus Mireille, c'était quand elle commençait à remarquer les changements physiques chez sa sœur. Manon semblait perdre du poids, même en mangeant normalement. Ses yeux étaient toujours creusés, avec des cernes profondes, comme si elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Il y avait des moments où Manon la regardait d'une manière qui la faisait trembler, comme si ce n'était plus sa sœur là, mais une autre personne, ou pire, une autre chose. Charles, qui jusqu'alors était resté calme, commença à se tourner vers sa foi catholique. Il s'était éloigné de l'Église ces dernières années, mais face à l'inexplicable, il se tourna avec ferveur vers la religion. Il était convaincu que ce qui se passait avec Manon n'était pas quelque chose que la médecine pouvait résoudre. Sophie, en revanche, voulait emmener sa fille voir des spécialistes, pensant que Manon souffrait d'un trouble mental sévère. La tension entre les parents de Mireille grandissait chaque jour. La maison, autrefois accueillante, devenait une prison d'anxiété et de peur. Les cris nocturnes de Manon, les objets qui se déplaçaient inexplicablement, et la présence constante de quelque chose que tout le monde ressentait, mais ne pouvait expliquer, transformaient leur vie en un cauchemar éveillé. C'est alors que le père Julien, un prêtre local avec qui Charles s'était lié d'amitié, entra en scène. Julien était un homme d'âge moyen, au visage sérieux et aux yeux emplis d'une foi inébranlable. Il accepta d'aider la famille, mais à une condition, tout devait être filmé. Une chaîne de télévision s'était intéressée à transformer ce qui se passait avec Manon en documentaire, ou peut-être en quelque chose de plus lucratif. Charles, désespéré et croyant qu'il pouvait montrer au monde la nature surnaturelle de ce qui se passait, accepta. Les caméras commencèrent à envahir la maison des Moreau, et avec elles, le sentiment qu'une chose sombre s'approchait.
Mireille se souvient de comment la présence des équipes de tournage la mettait mal à l'aise. Ce n'était pas seulement le fait qu'ils avaient envahi l'intimité de sa famille, mais le sentiment que plus les caméras enregistraient, plus Manon semblait sombrer dans sa propre obscurité. Au milieu de toute cette confusion, Mireille se sentait de plus en plus seule. Ses parents étaient absorbés par la bataille sur ce qui se passait avec Manon, et elle ne savait guère comment faire face à ses propres peurs. La jeune fille passait des heures à l'école, essayant d'éviter de rentrer chez elle, mais les voix chuchotantes de sa sœur la poursuivaient, même quand elle n'était pas là. Les séances avec le père Julien sont devenues de plus en plus intenses. Il essayait d'exorciser ce qui se trouvait à l'intérieur de Manon, mais chaque tentative semblait seulement aggraver la situation. Manon, qui murmurait auparavant des mots étranges, parlait maintenant dans des langues inconnues, avec une voix qui n'appartenait pas à une jeune fille de 14 ans. À un moment donné, elle a commencé à écrire sur les murs de sa chambre avec des symboles que personne ne pouvait déchiffrer. Mireille se souvient d'une nuit en particulier, une qu'elle n'a jamais pu oublier. Elle s'est réveillée au son de pas lourds dans le couloir et en ouvrant les yeux, a vu Manon debout à la porte de sa chambre, les yeux complètement noirs, comme des puits de vide. Manon n'a rien dit, elle est simplement restée là, immobile, avant de se retourner lentement et de disparaître dans le couloir. La peur qui a envahi Mireille était si intense qu'elle n'a pas pu bouger ou crier. Les jours suivants ont été un tourbillon de médecins, de prêtres, de caméras et de discussions interminables entre ses parents. Charles était de plus en plus convaincu que sa fille était possédée par quelque chose de démoniaque, tandis que Sophie tentait en vain de trouver une explication rationnelle à tout cela. La tension familiale montait, et la ville, bien qu'éloignée, commençait à murmurer sur les étranges événements à la maison Moreau. L'apogée de l'horreur s'est produite lorsque le père Julien, lors d'une des séances d'enregistrement, a tenté de réaliser un dernier exorcisme. Manon était attachée au lit tout en récitant des mots incompréhensibles. Les objets dans la pièce ont commencé à trembler et puis, avec un cri assourdissant, tout est devenu silencieux. Pendant un moment, tout le monde pensait que le rituel avait fonctionné, mais Manon a éclaté d'un dernier rire. Un rire qui n'était pas le sien, qui résonnait comme s'il venait de quelque chose de beaucoup plus profond et ancien. Le rire a résonné dans la maison, une note dissonante qui semblait vibrer sur les murs de pierre et s'enraciner dans le cœur de chaque personne présente. Le son était bref, mais il a laissé une marque indélébile, comme si une ombre avait traversé l'environnement, et tous savaient, au fond d'eux-mêmes, que quelque chose avait changé pour toujours. Mireille, cachée derrière une porte entr'ouverte dans le couloir, observait le déroulement de la scène avec le cœur battant à un rythme frénétique. L'image de sa sœur, attachée au lit, les yeux révulsés, avec ce rire qui ne lui appartenait pas, la paralysait. Les adultes dans la pièce étaient sous le choc, comme s'ils attendaient quelque chose de plus grand. Les caméras capturaient tout avec une cruauté précise, avide de chaque seconde de l'horreur qui se déroulait. Le père Julien, visiblement bouleversé, a fermé le livre de prières et s'est agenouillé près du lit de Manon, murmurant des prières qui semblaient maintenant aussi fragiles que le vent. Charles, dans un mélange de désespoir et de foi aveugle, s'est approché du prêtre, posant les mains sur ses épaules, comme si sa présence physique pouvait renforcer l'autorité spirituelle qui semblait diminuer face à ce qui se passait. Sophie, quant à elle, était immobile. La mère qui se disputait auparavant avec férocité pour que sa fille reçoive une aide médicale semblait maintenant une figure de cire. Ses yeux étaient fixés sur Manon, mais son esprit semblait ailleurs. Peut-être en déni ou simplement incapable de traiter ce qui se trouvait devant ses yeux. Ce qui se passait dans l'esprit de Sophie à ce moment-là a toujours été un mystère pour Mireille, mais elle se souvenait du regard vide qui avait envahi sa mère ce jour-là et de comment il n'avait jamais été le même après. Les moments suivants sont devenus flous pour Mireille. Elle ne se souvient pas exactement de ce qui s'est passé, seulement de fragments d'images et de sons. Manon, se contorsionnant de manière presque contre nature, comme si ses os avaient perdu leur rigidité.
le prêtre récitant les mots avec plus d'urgence, la sueur coulant sur son front. Et puis, le cri, d'un son si aigu, si viscéral qu'il a percé le silence avec une intensité brutale. Manon a cessé de bouger. La maison est tombée dans un silence de mort. Pendant un moment, tout le monde est resté figé dans cette suspension du temps, l'air lourd d'attente. Charles a été le premier à s'approcher du lit, hésitant, tendant la main tremblante pour toucher le front de sa fille. Le contact, doux comme une plume, a ramené un écho lointain du calme qui avait déjà existé dans cette maison. Manon a ouvert les yeux. Mais ce n'étaient pas les yeux de sa sœur. Mireille le savait au moment où son regard s'est posé sur Charles. Il y avait quelque chose d'inhumain dans cette expression, une froideur, une absence totale de toute trace de sa sœur. Mireille a senti un frisson lui parcourir l'échine. La fille qui les regardait maintenant n'était pas la Manon qu'elle connaissait. Quelque chose était différent. Quelque chose n'allait pas profondément. Manon, ou ce qui que ce soit qui était dans le corps de Manon, a souri. Un sourire lent, déformé, comme si elle expérimentait l'expression pour la première fois. Et puis, dans un geste presque décontracté, elle s'est levée du lit, sans effort, arrachant les attaches, comme si elles étaient en papier. Sophie recula, choquée. Charles, quant à lui, semble figé, tenant toujours le chapelet entre ses mains, sans savoir comment réagir. Le père Julien commence à reculer, la terreur grandissant dans ses yeux, alors qu'il observe ce qui, jusqu'à présent, était une bataille spirituelle qu'il pensait pouvoir remporter. C'est à ce moment-là que le chaos s'installe. Manon se précipite vers le prêtre avec une vitesse inattendue. En quelques secondes, ses mains se resserrent autour de sa gorge, exerçant une force impossible pour quelqu'un de sa constitution physique. Le père Julien se débat pour se libérer, mais son corps devient de plus en plus flasque, ses yeux écarquillés de terreur pure. La pièce est remplie de cris. Sophie et Charles réagissent enfin, mais il est trop tard. Le prêtre s'effondre au sol, inconscient ou peut-être mort, Mireille ne peut pas le dire. La jeune fille recule en panique, essayant de s'éloigner de la scène alors que le désespoir grandit en elle. Le bruit du corps du prêtre tombant résonne dans la maison, suivi du silence lourd d'une tragédie imminente. Charles se précipite vers Manon, essayant de l'éloigner, mais elle se tourne vers lui avec un regard de mépris. « Tu penses toujours pouvoir me sauver ?» murmure-t-elle d'une voix qui n'est pas la sienne. Charles, le visage maintenant pâle de terreur, lâche ses mains et recule, comme s'il avait enfin réalisé l'ampleur de ce à quoi ils étaient confrontés. Ce n'était pas seulement un trouble mental ou une crise d'adolescence. C'était quelque chose qui dépassait la compréhension humaine. Sophie, quant à elle, est agenouillée aux côtés de Julien, essayant désespérément de le réveiller, tandis que ses larmes silencieuses tombent sur son visage. Manon s'approche de Mireille. Le cœur de la jeune fille bat si fort qu'elle craint que tout le monde dans la pièce puisse l'entendre. Manon penche la tête, comme si elle examinait sa petite sœur, cherchant une faiblesse, une façon de la manipuler. Mireille retient son souffle, craignant de bouger, d'attirer davantage l'attention. « Tu es la seule qui a toujours su, n'est-ce pas Mireille ?» La voix de Manon résonne comme un écho lointain et sombre. La seule qui m'a toujours vu pour ce que je suis vraiment. Ces paroles brisent le dernier vestige de courage qui reste à Mireille. Elle court. Ses jambes la guident instinctivement à travers la maison, son corps animé par le pur instinct de survie. Elle peut entendre les pas légers de Manon derrière elle, telle une prédatrice qui ne se presse pas pour attraper sa proie. Lorsqu'elle atteint enfin la porte d'entrée, Mireille l'ouvre violemment, s'enfuyant dans la nuit froide. Le vent glacial de Provence lui fouette le visage, mais il ne parvient pas à effacer la terreur qui coule dans ses veines. Elle continue de courir, sans regarder en arrière, les champs de lavande autour d'elle semblant maintenant être un labyrinthe d'ombre. Finalement, Mireille s'effondre à genoux, épuisée et sanglotante. Tout ce qu'elle peut entendre, c'est sa propre respiration haletante et l'écho lointain du rire de Manon se dissipant dans le vent. Mireille reste agenouillée dans le champ, essayant de reprendre son souffle alors que son esprit lutte pour assimiler ce qui vient de se passer. L'odeur familière de la lavande semble maintenant imprégnée d'une étrange sensation de malaise.
comme si l'air lui-même était contaminé par les ténèbres qui se faufilent de retour dans la maison des Moreau. Le silence qui l'entoure est oppressant, et elle sait qu'elle ne peut pas rester là, mais ses muscles sont figés par la peur. Au loin, la maison de la famille n'est qu'une silhouette floue, enveloppée dans les ombres de la nuit. Mireille essaie de se convaincre qu'elle est en sécurité dehors, mais quelque chose en elle, une intuition ancienne, dit le contraire. Même à l'extérieur de la maison, la sensation d'être observée persiste, comme si la présence qui s'est emparée de Manon s'étendait au-delà des murs qui la retenaient autrefois. Elle se force enfin à se lever, les genoux tremblants alors qu'elle fait ses premiers pas hésitants. Le froid de la nuit commence à pénétrer ses os, mais la peur la pousse à continuer. Elle a besoin d'aide, mais qui la croirait? Saint-Rémy est une petite ville, et ce qui se passe ici n'est pas quelque chose que les habitants locaux seraient prêts à accepter. Les gens vivent ici dans une bulle tranquille, où les pires événements sont des disputes familiales ou des commérages de café. Pendant un moment, Mireille pense à courir jusqu'à la maison de son amie d'enfance, Léa, qui vit non loin de là. Elles jouaient ensemble dans les champs quand elles étaient petites, et Mireille a toujours eu confiance en elle. Mais maintenant, elle hésite. Comment pourrait-elle expliquer ce qu'elle vient de voir? Comment pourrait-elle décrire ce que sa sœur est devenue, ou cette étrange sensation qu'il y a quelque chose de plus grand et de plus sinistre qui guette, attendant simplement de frapper? Décidée, Mireille s'éloigna de la maison et se dirigea vers l'église, le seul endroit qui pouvait peut-être encore lui offrir un peu de réconfort. La petite église de Saint-Rémy était un bâtiment simple, avec ses murs de pierre vieillis et une cloche qui ne sonnait qu'à des occasions spéciales. Le père Jacques, responsable des lieux, était un homme âgé, connu pour sa gentillesse et sa foi inébranlable. Mireille espérait qu'il pourrait l'aider d'une manière ou d'une autre, ou, du moins, écouter ses préoccupations sans la juger comme une jeune fille effrayée et délirante. À son approche, elle remarqua que les portes étaient entrebâillées, comme si quelqu'un était sorti en hâte. La faible lumière à l'intérieur illuminait le sol de pierre à l'extérieur, et Mireille hésita un moment avant d'entrer. L'intérieur de l'église lui était familier, presque réconfortant, avec la légère fragrance d'encens flottant dans l'air. Le silence qui y régnait était presque apaisant, une pause dans la folie qui semblait consumer sa vie ces derniers jours. Père Jacques, sa voix résonna contre les murs de pierre, mais il n'y eut aucune réponse. Elle avança lentement entre les bancs de bois, ses pas résonnant sur le sol froid. Quelque chose ne semblait pas normal. L'air était lourd et une sensation d'inquiétude commençait à grandir en elle. À l'autel, les bougies vacillaient, projetant des ombres étranges sur les murs. Mireille s'approcha, le cœur battant. C'est alors qu'elle le vit. Le père Jacques était étendu sur le sol de pierre à côté de l'autel. Un filet de sang s'écoulait de sa tempe, et ses yeux étaient grands ouverts, vitreux, sans le moindre signe de vie. Mireille avala difficilement, incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Elle s'agenouilla à ses côtés, touchant sa main, mais le corps était déjà froid. Un bruit léger, comme un frottement de pieds, la fit relever la tête brusquement. Les ombres sur les murs semblaient se mouvoir subtilement, comme si quelque chose guettait parmi les bougies. La peur resserra à nouveau sa poitrine et elle recula d'un pas, tremblante. « Père Jacques ?» Sa voix n'était plus qu'un murmure, comme si elle craignait que le moindre son plus fort attire ce qui se trouvait là. C'est alors que le silence fut rompu par un murmure lointain. Ce n'était pas une voix familière, mais un chuchotement grave et indistinct, semblant venir de toutes les directions à la fois, de nulle part. Mireille regarda autour d'elle, essayant d'identifier l'origine du son, mais sans succès. Le cœur battant la chamade, elle se leva et courut vers la sortie. Faillit trébucher sur les marches menant à l'extérieur. Lorsqu'elle atteignit enfin l'air froid de la nuit, elle eut l'impression d'avoir échappé à quelque chose de pire que la mort. Elle regarda autour d'elle, s'attendant à voir quelque chose ou quelqu'un, mais elle était seule. Ou du moins, le croyait-elle. Le vent se mit à souffler à nouveau, faisant balancer les arbres autour de l'église de manière sinistre. Mireille savait qu'elle ne pouvait rester là,
mais elle ne savait pas non plus où aller. Elle avait besoin de réponses. Quelque chose n'allait pas. Non seulement avec Manon, mais avec l'environnement même qui l'entourait. À ce moment-là, elle ressentit une terrible intuition. L'obscurité qui avait envahi sa sœur n'était pas confinée à sa maison. Elle se répandait comme une peste silencieuse et personne n'était à l'abri. La sensation de danger imminent était étouffante, comme si quelque chose s'approchait à chaque seconde, rampant dans les ombres, prête à l'envelopper. Mireille savait qu'elle ne pouvait pas retourner chez elle. Pas après ce qu'elle avait vu. Manon, ou ce qui avait pris possession du corps de sa sœur, n'était plus humain. La petite ville de Saint-Rémy, avec ses ruelles silencieuses et ses champs de lavande, semblait désormais n'être qu'un décor fragile, sur le point d'être consumé par une obscurité bien plus ancienne et profonde qu'elle ne pouvait l'imaginer. Elle s'arrêta un instant, haletante, essayant de réfléchir. Aller à la police n'était pas une option. Que dirait-elle? Que sa sœur était possédée, que le prêtre était mort sur l'autel et que quelque chose de maléfique rôdait dans leur vie? Non, ils ne la croiraient jamais. Même les habitants les plus superstitieux de la ville seraient sceptiques. Elle devait être plus prudente. Elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne ce qui se passait, quelqu'un qui en savait plus sur ces choses-là. Mireille pensa à une personne. Un nom qu'elle avait déjà entendu chuchoter dans les couloirs de l'église, dans les marchés, parmi les vieilles dames de Saint-Rémy qui parlaient de l'occulte avec le même ton de révérence et de peur. Jeanne Vernier, une femme vivant à l'écart, aux limites de la ville. On disait qu'elle connaissait les anciens secrets de la région, qu'elle avait des contacts avec des forces que la plupart des gens préféraient ignorer. Si quelqu'un pouvait l'aider, ce serait Jeanne. La décision fut prise rapidement, et Mireille commença à marcher en direction de la maison de Jeanne, luttant contre la peur grandissante qui menaçait de la paralyser. Les rues étaient désertes, le silence n'étant troublé que par le bruissement des feuilles au vent. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si l'obscurité tentait de la ramener en arrière, la maintenant prisonnière de ce terror inexorable. La maison de Jeanne se trouvait au sommet d'une colline, entourée par une forêt dense et sombre. Même de jour, cet endroit était intimidant. La nuit, il semblait être une forteresse lugubre, presque indistinguable de la nature environnante. Lorsqu'elle arriva enfin au portail de fer, Mireille ressentit le poids de la décision qu'elle prenait. En franchissant cette limite, elle savait qu'elle cherchait des réponses à des choses qu'elle aurait peut-être préféré ne jamais connaître. Elle frappa à la porte en bois massif, hésitante, la sensation d'être observée se faisant encore plus forte ici. Pendant un moment, rien ne se passa. Mireille envisagea la possibilité que Jeanne ne soit pas chez elle, ou, pire, qu'elle refuse de l'aider. Mais ensuite, la porte s'ouvrit lentement, révélant une femme aux cheveux gris rassemblés en un chignon serré, vêtue d'un robe sombre qui semblait absorber la lumière autour d'elle. « Je savais que tu viendrais. » La voix de Jeanne était basse, presque un murmure, mais ferme, comme s'il n'y avait rien qui puisse ébranler sa confiance. Mireille avala difficilement, ne sachant pas par où commencer. Mais Jeanne se déplaça d'un pas, faisant un geste pour l'inviter à entrer. La jeune femme passa le seuil, un frisson parcourant son échine en franchissant la porte. L'intérieur de la maison était austère, mais il y avait quelque chose d'antiquité et de confortable. Des livres anciens tapissaient les étagères en bois sombre, et l'air était imprégné de l'odeur d'herbes sèches et d'encens brûlé. Jeanne se déplaçait avec une tranquillité surnaturelle, comme si elle savait déjà tout ce que Mireille était sur le point de raconter. « Tu le sens, n'est-ce pas ?» demanda Jeanne en allumant une bougie au centre de la table. Quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. Une présence ancienne et affamée. Mireille s'assit lentement, ses mains tremblantes s'accrochant au dossier de la chaise alors qu'elle tentait de garder son calme. « C'est Manon, ma sœur. Elle a changé. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais elle n'est plus elle-même. Et le père, il est mort. » Jeanne hocha la tête, comme si cette information ne la surprenait pas. « Ta sœur a été prise par une force qui était restée endormie pendant longtemps. Je l'ai ressentie se réveiller il y a quelques semaines, lors des nuits froides qui ont traversé notre printemps.
Je savais qu'elle viendrait et que quelqu'un souffrirait. Mais qu'est-ce que c'est? Et que pouvons-nous faire pour la ramener? La voix de Mireille vacilla avec cette dernière question, sachant que la réponse pourrait ne pas être celle qu'elle souhaitait entendre. Jeanne soupira, se penchant en avant. Cette présence n'est pas quelque chose qui peut être expulsé facilement. Ce n'est pas une simple possession. Elle a été choisie par quelque chose d'ancien, quelque chose qui vit dans les ombres de cet endroit depuis des générations. Un esprit de vengeance, de destruction. Il se nourrit de la douleur, de la peur, et maintenant, il prend le contrôle complet. Ta sœur est peut-être déjà perdue. Ces mots frappèrent Mireille comme une lame acérée. L'idée de perdre Manon pour toujours était insupportable, mais il doit y avoir quelque chose que je peux faire. Je ne peux pas simplement l'abandonner. Jeanne la regarda avec une expression sérieuse, comme si elle pesait toutes les options dans son esprit. Il y a un ancien rituel. Un rituel dangereux, mais c'est peut-être ta seule chance. Cependant, il exige un sacrifice, un prix que tu devras payer, et je ne sais pas si tu es prête à cela. Quoi que ce soit, je le ferai, peu importe le coût. Mireille sentit le désespoir croître dans sa poitrine, mais aussi une détermination farouche. Elle ne perdrait pas sa sœur sans se battre. Jeanne se leva et se dirigea vers une étagère, prenant un livre ancien et usé. Le cuir de la couverture était craquelé et les pages jaunies semblaient prêtes à se désintégrer à tout moment. Très bien. Mais sache que ce rituel peut ouvrir des portes qui ne pourront peut-être jamais être refermées. Et une fois que tu emprunteras ce chemin, il n'y aura pas de retour. Mireille acquiesça, déjà consciente que tout retour à la vie qu'elle connaissait était hors de sa portée. Alors que Jeanne feuilletait le livre, récitant de vieilles paroles à voix basse, l'air de la pièce semblait se condenser, devenant plus dense. Les ombres autour d'elle semblaient s'étirer, comme si quelque chose attendait, observant. Mireille regardait Jeanne avec un mélange de peur et d'espoir, voyant les mains de la femme tourner les pages du livre ancien. Le temps semblait ralentir dans cette pièce étroite et mal éclairée. Chaque mot murmuré par le rituel que Jeanne récitait résonnait comme un écho d'époques passées, invoquant des forces que Mireille comprenait à peine. Elle ressentait le poids croissant de la responsabilité sur ses épaules. Elle avait pris sa décision, mais commençait maintenant à se demander si elle était vraiment prête pour ce qui allait arriver. « Tu auras besoin d'un objet qui connecte ta sœur au monde réel, » dit Jeanne, interrompant enfin le silence oppressant. « Quelque chose qui lui appartient, qui porte son esprit. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons lier le rituel au corps de Manon. » Mireille réfléchit un instant, son cœur se serrant à la pensée de son enfance avec Manon. Elle a un bracelet. C'était celui de notre mère. Manon ne retirait jamais ce bracelet de son poignet, depuis que nous étions enfants. Je peux le prendre. Jeanne la fixa avec des yeux sombres, son regard pesant sur elle comme un fardeau. Alors vas-y. Mais souviens-toi, plus ta sœur restera sous le contrôle de cette force, plus elle en deviendra une partie. Et s'il y a une fraction de doute en toi, le rituel échouera. Mireille acquiesça, sentant l'effroi monter le long de son échine. Elle savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Elle se leva, remerciant Jeanne d'un signe de tête avant de quitter la maison. Les paroles de la femme résonnaient encore dans son esprit alors qu'elle marchait de retour chez elle, le vent glacé fouettant son visage. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si les ombres autour d'elle s'enroulaient autour d'elle, tentant de la retenir, de la piéger. Jeanne l'attendait, les bougies déjà allumées et le livre de sorts ouvert sur la table. La maison semblait encore plus étouffante qu'auparavant, comme si les murs eux-mêmes étaient conscients de ce qui allait se passer. « Tu as réussi ?» demanda Jeanne, sans détourner son regard des pages anciennes. Mireille tendit le bracelet, ses doigts tremblants remettant l'objet à la femme plus âgée. Jeanne prit le bracelet un moment, en ressentant le poids, comme si elle pouvait mesurer l'intensité du lien qui restait entre Manon et ce monde. « Maintenant, prépare-toi », dit-elle, d'une fermeté qui résonnait dans toute la pièce. « Ce sera le moment le plus dangereux. Si le rituel échoue, nous ne saurons pas ce que cette entité fera. » Mireille sentit la peur grandir,
mais se força à rester immobile. Il n'y avait pas de retour en arrière. Jeanne commença à entonner l'enchantement et l'air autour d'elle devint plus dense, chargé d'une énergie invisible qui emplissait la pièce. Les flammes des bougies vacillaient, presque éteintes par la force de la présence qui se faisait désormais plus évidente. Soudain, l'air devint glacial et les ombres dans la pièce commencèrent à se mouvoir d'elles-mêmes. Une force invisible semblait comprimer le cœur de Mireille, comme si la présence tentait de l'étouffer, éloignant toute lueur d'espoir de réussite. Jeanne continuait à prononcer les mots, sa voix s'élevant de plus en plus, affrontant l'obscurité grandissante. Les lumières dansaient sur les murs, reflétant des formes déformées qui semblaient se mouvoir et observer avec un intérêt cruel. Alors, un cri horrible, profond et assourdissant emplit l'espace. Ce n'était ni Manon, ni humain. La maison semblait trembler au son de la voix de l'entité, comme si le monde lui-même était sur le point de s'effondrer. Mireille regarda Jeanne, attendant le signal que tout allait bien, mais les yeux de la femme étaient fixés sur le bracelet qui brillait maintenant intensément, comme s'il brûlait d'une lumière propre. Le cri qui résonnait dans la maison faillit faire perdre à Mireille le contrôle de ses émotions. La voix de l'entité terrifiante et ancestrale semblait ébranler les murs, tandis que le rituel se poursuivait, et le bracelet de Manon brillait d'une lumière fantomatique pulsant d'une force maligne. Jeanne, sans hésiter, maintenait ses mains fermes sur le vieux livre, sa voix défiant l'obscurité avec des mots chargés de siècles de pouvoir et de connaissance. Mireille sentit l'air autour d'elle devenir dense, oppressif, comme si le monde se refermait sur elle. Le cri de l'entité s'éleva, assourdissant, un son de pure douleur et de haine. Mais à l'intérieur de celui-ci, Mireille commença à percevoir quelque chose d'autre. Entre les cris, elle entendit une voix familière, faible, presque éteinte. La voix de Manon. « S'il te plaît, aide-moi ». Le cœur de Mireille faillit s'arrêter en entendant l'appel de sa sœur. Manon était encore là, quelque part, prisonnière sous cette obscurité. Sans réfléchir, elle fit un pas en avant, s'approchant du cercle de bougies où Jeanne maintenait sa concentration. La lumière du bracelet brillait encore plus intensément, projetant des ombres déformées sur les murs de la maison. Mireille ressentit l'énergie du rituel traverser son corps, comme un courant électrique, tandis que Jeanne récitait les derniers mots. L'entité commença à réagir, sa présence se condensant en un point au centre de la pièce. Les ombres dansaient et se tordaient, formant une figure grotesque, une tache de pure obscurité avec des yeux brillants, brûlants de colère. La créature tenta d'avancer vers Mireille, mais fut contenue par le cercle de bougies et par le pouvoir du rituel. Jeanne, luttant pour maintenir sa concentration, cria à Mireille « Maintenant, tu dois lui parler. C'est le seul moment où elle peut t'entendre. » Mireille, envahie par une vague de désespoir et d'espoir, fit un autre pas vers la figure sombre qui avait jadis été sa sœur. Elle saisit le bracelet avec force et d'une voix tremblante commença à parler. « Manon, je sais que tu es là. S'il te plaît, bats-toi contre ça. Je suis là, nous allons te ramener. » La créature se tordait comme si elle luttait contre quelque chose en elle. Pendant un bref instant, les yeux de l'entité changèrent, laissant entrevoir un éclat du visage de Manon, perdu dans cette obscurité. La voix de Manon, faible mais présente, émergea de l'ombre. « Mireille, j'ai peur. » Les mots de sa sœur touchèrent profondément Mireille, mais elle savait qu'elle ne pouvait céder à la peur. « Tu n'es pas seule. Je suis là avec toi. Je l'ai toujours été. Lutte, Manon. Lutte contre ça. » L'entité rugit à nouveau, la rage grandissant tandis que la lumière du bracelet augmentait, commençant à consumer l'ombre environnante. Jeanne, dans un dernier effort, récita les mots finaux du rituel et le cercle de bougies explosa en flammes, remplissant la pièce d'une lumière si forte que Mireille dut couvrir ses yeux. Lorsque la lumière se dissipa enfin, un silence tomba sur la maison. L'air était immobile, comme si le temps lui-même avait hésité un instant. Mireille, le cœur battant, regarda autour d'elle, espérant un signe de ce qui s'était passé. Au centre de la pièce, Manon était allongée, recroquevillée, le bracelet brillant faiblement à son poignet. L'entité avait disparu,
et la maison semblait normale à nouveau, bien qu'elle portât encore les vestiges de l'énergie sombre qui avait envahi les lieux. Mireille courut vers sa sœur, s'agenouillant à ses côtés et l'attirant dans une étreinte désespérée.